Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis hyper contente de voir autant de gens qui participent à la conférence, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé la question de comment Aurélien Barraud est atterri ici à Delémont. Pour cette histoire, il faut commencer par raconter un tout petit peu l'histoire de l'harmonie Shostakovich. Donc voilà, notre président est là, Benjamin Dier, Diego Stornetta aussi. Nous avions les concerts ce week-end au Théâtre du Jura. Et l'harmonie Shostakovich, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas, et c'est une harmonie, donc c'est un ensemble à vent, amateur, qui est composé que de jurassiennes et de jurassiens, qui se réunissent une fois par année pour un projet qui dure environ 4 week-ends de répétition, puis qui se clôt par 3 concerts depuis 2 ans au Théâtre du Jura, et qui essaye d'amener en fait les personnes les plus motivées, les plus talentueuses, entre guillemets, du canton pour les amener à travailler toute l'année, même si dans leur fanfare, ils jouent peut-être des pièces un peu plus faciles, pour continuer de les motiver et une fois dans l'année, pouvoir avoir un répertoire dont ils n'ont pas forcément l'habitude, un peu plus difficile, et des expériences différentes, mais sans les enlever aux fanfares des villages qui jouent un rôle extrêmement important aussi, évidemment. Donc voilà, ça c'est pour l'harmonie Shostakovich. Et donc, chaque année, nous essayons de faire des concerts innovants et puis de mélanger un peu les arts et la musique. Et cette année, nous avions comme thème le cosmos, l'espace. Et nous avions déjà tout un programme musical qui tournait autour de ça. On n'avait pas d'invité spécial, on n'avait pas forcément pensé à quelqu'un en particulier. Et il y a une pièce qui s'inspire d'un solo de saxophone que vous avez peut-être entendu parler, de Thomas Pesquet, qui a joué du saxophone dans l'espace. Et on s'est dit, pour rigoler, à l'Assemblée Générale, ce serait incroyable, on invite Thomas Pesquet. Et puis ensuite, on s'est dit, mais Thomas Pesquet, c'est peut-être tout ce qu'on n'aime pas dans l'espace, c'est la conquête, c'est le non-respect peut-être aussi de certaines poésies de l'espace. Et nous, ce qu'on voulait, c'était plutôt l'opposé. Et puis c'est là que ça nous est venu tout de suite après de penser à Aurélien Barraud. À ce moment-là, on n'y croyait pas trop. Ils se sont dit, envoie-lui un message, on essaie de trouver son adresse mail sur Internet. On l'a trouvé très facilement. Et pendant une semaine, j'ai pas osé regarder mes mails. Et puis Aurélien avait répondu avec la simplicité qu'on a découverte aussi ces derniers jours, très très ouvert, très gentil, qui était honoré de notre proposition, et on a commencé à discuter. Et puis c'était très ouvert, et puis on a pu chacun s'apporter nos connaissances, on a échangé, et puis il nous a préparé de magnifiques textes qui nous ont sublimé aussi nos pièces de musique qu'il a pu lire au Théâtre du Jura, que certains ont peut-être apprécié aussi ce week-end. Et donc voilà comment ça s'est passé. Il y a quelques échanges de mails, quelques échanges vidéo, et puis Aurélien est arrivé vendredi à Delémont. Et puis ensuite, on s'est dit, on aimerait peut-être faire promettre tout le Jura, non seulement de ses talents de poète, mais aussi d'astrophysicien, c'est pour ça qu'il a un lycée, et de personnes qui s'engagent pour l'écologie, pour l'humanité en fait, parce que c'est pas seulement une question d'écologie, et que c'était très important pour nous de collaborer avec la FARB pour organiser cet événement aussi ce soir, pour parler d'un sujet qu'on pouvait pas aborder, on va dire, aussi directement lors des concerts au Théâtre du Jura. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette histoire. Mais en tout cas, merci beaucoup Aurélien pour ces magnifiques moments d'échange. Merci aussi à la FARB de nous avoir soutenus aussi financièrement dans notre projet, de nous avoir soutenus aussi pour cette conférence. Merci beaucoup Marie. Merci à vous tous et toutes. Alors c'est vrai que c'était compliqué leur invitation parce que d'abord ils m'ont dit on fait un concert sur la conquête spatiale et je leur ai répondu je suis flatté mais vous savez moi j'aime pas du tout la conquête spatiale. Et ils m'ont dit c'est pas grave. Bon, il suffira de lire des poèmes. Alors j'étais un peu coincé, alors je leur ai dit oui mais j'aime pas non plus les poèmes sur les étoiles, je trouve ça neuneux. Ils m'ont répondu c'est pas grave. Alors là j'avais plus d'échappatoire, donc je suis venu et j'ai vraiment pas regretté parce que c'était magnifique. Non seulement ils sont adorables, mais ils sont vraiment très très forts. Alors donc hier il paraît que j'étais un peu poète, à midi il paraît que j'étais un peu astrophysicien, donc ce soir je vais être un peu méchant. Ça manquait, je vais être le militant radicalisé.
parce qu'il faut être fier d'être radicalisé contre les fous. Alors ce temps est assez triste. Il est sale, sombre, et pas que pour des raisons écologiques, c'est le moins qu'on puisse dire. L'offensive des forces de mort est, elle aussi, radicale. Les pires prédations se déchaînent, et manifestement, la vérité n'a plus aucune importance. Entre colonialisme furieux et technosolutionnisme débile, il va falloir être fort. Il va falloir que nous soyons courageux et rationnels, c'est-à-dire révolutionnaires. Il va falloir aimer plus intensément qu'il ne méprise. Ça va être difficile. Il va falloir oser poser les bonnes questions et ne pas se contenter des réponses vulgaires à des interrogations ineptes. Autrement dit, je crois qu'il va falloir être poète. La bonne nouvelle, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas à considérer, à penser ou à poser la nécessaire mutation comme un moins bien vivre. Il me semble qu'une désaliénation, même sous contrainte, ça ne peut pas constituer une mauvaise nouvelle. Il s'agit plutôt d'une liberté recouvrée. Parce que l'hypothèse non dite de tous les plans de transition consiste à supposer que dans un monde idéal, nous pourrions poursuivre à l'identique, mais avec un peu moins de gaz à effet de serre. Ça n'a aucun sens. Ce monde est dystopique, même sans problème de carbone. Il n'est pas seulement idiot, méchant et injuste, il est devenu, je crois, immensément laid. Et donc, ce qui, à mon avis, importe vitalement aujourd'hui, presque à l'exclusion de toute autre chose, c'est de repenser notre axiologie, c'est-à-dire nos valeurs, et nos schémas d'émerveillement. Pour être clair, renoncer au monde de Musk, renoncer à l'impérialisme suicido-prédateur, ce ne serait pas un effort, mais une libération. Pour les opprimés, évidemment, mais aussi pour les oppresseurs, qui ne se rendent même plus compte de la pauvreté et de la facticité de leur univers. En gros, c'est mon message et je vais essayer de le développer un peu maintenant pour vous convaincre si ce n'est pas déjà le cas. J'ai partitionné tout ça en petits sous-chapitres. Premièrement, les faits. Alors, dans le passé, j'étais assez long sur les faits. Maintenant, je fais l'hypothèse peut-être un peu optimiste que tout le monde a plus ou moins compris. Donc, je vais être très rapide sur les faits. Soyons clairs, nous sommes réunis ce soir pour parler de catastrophes écologiques et c'est donc ce que je vais faire. Mais il faut absolument penser plus loin. Le monde contemporain est constellé de violences inouïes qui jouxtent le drame sur lequel nous allons nous focaliser ce soir. On ne peut pas, on ne doit pas mener notre combat avec des œillères. Non pas bien sûr que toutes les indignations soient sœurs ou cousines, mais qu'il y ait quand même quelque chose de l'indécence à éradiquer de notre champ de pensée les autres méta-brutalités au seul motif qu'elles ne nous touchent pas directement. Donc, de grâce, s'il vous plaît, si vous vous intéressez à l'écologie, ne vous intéressez surtout pas qu'à elle. Les faits donc. En quelques millénaires, nous avons éradiqué les 2/3 des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2/3 des mammifères vivants. En quelques années, nous avons éradiqué les 2/3 des insectes. C'est fait. Donc la question de savoir si oui ou non tout va bien se passer a d'ores et déjà trouvé une réponse. La majeure partie des points dits de non-retour a été atteinte. Sur les 9 limites planétaires qui ont été identifiées il y a une quinzaine d'années, 6 ont d'ores et déjà été franchies. Les espèces disparaissent à un rythme 1000 à 10 000 fois plus élevé que la normale et la population humaine est elle aussi entachée de plusieurs centaines de milliers de morts dans la seule Europe chaque année à cause de la pollution. Bon, j'arrête là, parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, mais on a compris, la situation n'est pas particulièrement reluisante. Deuxièmement, les causes. Interruption des cycles biogéochimiques, acidification des océans, pollution, artificialisation des terres et destruction des habitats, surexploitation des ressources, réchauffement climatique, prolifération d'espèces invasives introduites par les humains. Voilà.
La chute de la biodiversité est également, merci, souvent mentionnée. C'est certainement le pire de nos soucis. Mais je me refuse à le voir comme une cause. Si vous voulez, la chute de la vie, c'est pas une des origines du problème. C'est le problème en tant que tel. Si on pose ça comme une cause, ça signifie qu'on adopte un point de vue extrêmement anthropocentré, en cela que les autres vivants sont seulement considérés en ce qu'ils permettent notre propre existence. Et notons-le dans l'énumération que je viens de rappeler, le climat n'est qu'un des aspects, parmi beaucoup d'autres, du cataclysme. Notre crise est systémique et plurifactorielle. Ce sont les piliers de l'habitabilité de la planète qui sont en train de céder les uns après les autres. Donc je le dis une fois, à nouveau, mais il faut le retenir, rien ne saurait être plus naïf que de croire que le réchauffement climatique est notre grand ou maître défi. Même sans un seul degré de réchauffement climatique, même sans un gramme de CO2 émis, et Dieu sait que nous en sommes loin, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. C'est-à-dire plongés dans une des pires situations de l'histoire de la vie sur Terre depuis des temps cosmologiques. Pourquoi alors cette surfocalisation médiatique, quand elle a lieu, sur le climat ? Parce que je crois, cela permet de faire perdurer encore un peu l'illusion délirante, et je pèse mes mots, suivant laquelle nous nous trouverions face à un problème technique qui attend une solution technique. Parce que c'est tout ce que notre société est capable aujourd'hui de penser. Et là encore, cette remarque dépasse le seul carcan du problème écologique. Nous en sommes là, tellement ensorcelés par la technologie que nous ne parvenons plus à raisonner au-delà de son horizon. On pourrait dire que Prométhée est à la fois déchaîné et aliéné. Troisièmement, les causes des causes. Parce que, effectivement, la liste que je viens d'énoncer, en réalité, ce sont déjà des conséquences. Première remarque, ces conséquences, nous ne les traitons même pas correctement. Pour le seul réchauffement climatique, vous savez que les COP se succèdent avec un effet dérisoire. Et nous élisons, dans nos grandes et belles et inégalables démocraties donneuses de leçons, presque systématiquement celles et ceux qui promettent de ne surtout pas essayer d'endiguer la catastrophe et qui, accessoirement, soutiennent les pires exactions. Deuxième remarque, quand bien même nous le ferions, de tenter de traiter ces fausses causes et ces évidentes conséquences, je crois que ça reviendrait un peu à diriger l'extincteur sur le sommet des flammes ou à affronter un cancer généralisé avec du paracétamol. Le point essentiel, et pourtant très simple, presque trivial, me semble-t-il, est ailleurs et pourrait se résumer ainsi. Souhaite-t-on absolument tenter de rendre durable, et d'ailleurs nous n'y arriverons pas, un monde qui n'est même pas souhaitable? C'est la seule question sur laquelle, je crois, nous devrions travailler. Et c'est mon message principal. Ce que nous construisons aujourd'hui, ce que les puissances impérialistes et productivistes nous mettent sur la table, est-il souhaitable? La question ne devrait pas être de savoir si on peut le faire, mais si on veut le faire. En fait, nous raisonnons comme s'il était évident qu'un monde dévasté, maculé, artificialisé, fondé sur l'asservissement et le mensonge, était évidemment ce vers quoi nous voudrions nous diriger si tout allait bien. Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas travailler à réduire le CO2, en tout cas pas de façon prioritaire. Il faut nous demander où nous voulons aller. Nous sommes aliénés et dépendants, au point de ne même plus imaginer que cette drogue, que je viens d'évoquer, est intrinsèquement mortifère, indépendamment de ses conséquences sur le climat, sur les plantes ou sur les insectes. Nous avons, autrement dit, inventé, me semble-t-il, un réel relativement immonde, même s'il était durable. Les musqueries sont des vilainies, juste un peu plus méchantes et un peu plus stupides que les autres, parce que leur auteur est un peu plus mauvais et un peu plus idiot que les autres. Et s'il est puissant, notre ami Elon, c'est parce que nous l'avons décidé. Parce qu'en réalité, c'est un mirage.
Chacun d'entre nous, ici, ce soir, j'en suis absolument certain, et je le crois sans démagogie, possède une puissance d'être infiniment supérieure à celle du milliardaire mesquin et décérébré. Le problème de ce monde, de ce démonde, celui donc d'Elon Musk, ce n'est pas la pollution ou l'effet de serre lié à ce qu'il produit, pas même sa hideuse accointance avec l'extrême droite suprémaciste. C'est que c'est intrinsèquement répugnant ce qu'il construit. Ces implants dans le cerveau pour être connectés directement aux machines, ces réseaux sociaux dérégulés, ces lance-flammes commercialisées, cette réification des employés, cette défiguration de la voûte céleste, ces atroces fusées, ce monde finalement purgé des humains et de la complexité. C'est cela en soi qu'il faut combattre et non pas les externalités négatives. Il semble que nous soyons en train de collectivement décider de devenir les simples rouages d'une machine folle. C'est une très étrange auto-chosification. Et comme une apothéose, dans ce que je nommerais une sorte de dernière éjaculation nihiliste, il semble que nous ayons décidé que même les cieux seront souillés. Lanceurs privatisés, publicité spatiale, dépôts de carburant et hôtels en orbite, tourisme indécent pour richesses obscènes, jusqu'à la morphologie des constellations défaites par des essaims de satellites artificiels. Nous nous émerveillons parfois d'un déluge de feu et de fer, des lanceurs SpaceX et des satellites Starlink qui, en réalité, transforment le ciel en enfer. Alors que la vie ici s'effondre, alors qu'elle était la merveille des merveilles, nous détournons nos fantasmes vers une technoprédation planétaire. Échec et mat, avec ou sans émissions de gaz à effet de serre. Quand il m'arrive de confier que je préfère les étoiles aux fusées, les oiseaux aux avions et l'oxygène au kérosène, on me soupçonne d'être aigri. On se dit, oh là, il va mal, lui. Il doit être jaloux, il a un problème. Quelle misère. Quatrièmement, contrainte. Je parle peut-être un peu vite, mais j'ai envie de vous dire plein de choses. Et je vais être de plus en plus méchant. Donc, là, c'était la partie douce. Il commence tout juste à être compris qu'une croissance illimitée n'est pas possible dans un monde fini. Bien, cette conclusion ne relève pourtant pas d'une très très grande complexité scientifique. Quiconque connaît les fonctions exponentielles, c'est-à-dire en gros ayant fait une classe de terminale, au moins dans le système français, voit que modifier les normalisations, par exemple avec un petit effort ou par exemple en ajustant la taille de la population mondiale, ne change pratiquement rien au problème ni au moment où les seuils sont dépassés. En ce moment, nous ça veut dire les riches, parce que les autres le savent déjà, nous découvrons donc que ce monde est contraint, que nos caprices ne peuvent pas être satisfaits à l'infini. Et dans cette situation, je crois que deux choix s'offrent à nous. Le premier consiste à tenter de ne rien changer, à demeurer ensorcelé à la croissance, c'est-à-dire à l'énergie, à sucer le pétrole jusqu'à la dernière goutte. Et alors, une double catastrophe est évidemment inévitable. Écologique d'une part, puisque nous serions alors sur l'un des pires scénarios du GIEC, même si le réchauffement climatique n'est pas notre seul problème, il est quand même un de nos problèmes. Et donc, nous aurions un monde absolument dévasté et surchauffé avec des conséquences inimaginables, mais aussi conséquences géostratégiques, car nous aurions alors affaire à une décroissance non souhaitée, ce qui engendre toujours des cataclysmes politiques. Le second choix, l'autre option, ça serait en fait de comprendre ou de nous inspirer peut-être de ce que font les artistes. Autrement dit, user de la contrainte pour créer. Pour créer parfois des chefs-d'œuvre. C'est exactement ce qui ferait sens. Que réveillés par cette factualité, j'entends la raréfaction de l'énergie, nous comprenions enfin que le chemin sur lequel nous nous étions engagés était non seulement impraticable, mais qu'il était aussi et surtout, j'y insiste ce soir comme un leitmotiv, non souhaitable. Il s'agirait alors d'inventer un ailleurs radical, sans nostalgie et sans aigreur, car soyons honnêtes, vivre sans Twitter, même rebaptisé X, c'est tout sauf un effort. C'est une renaissance. C'est un petit geste libérateur contre la mesquinerie, la hideur veule et la vacuité vile. Cinquièmement,
Intelligence artificielle et numérique. Alors là, je vais être un peu plus long parce que c'est un sujet à la mode. Tout cela, ce qu'on vient de mentionner jusqu'à maintenant, se déploie sur fond de généralisation de ladite intelligence artificielle, l'IA. Alors là encore, soyons clairs. Je crois que la question n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'IA. La question est de savoir si nous voulons que des algorithmes, qui n'ont évidemment rien d'intelligent, produisent un réel prévisible, normé, calculé, sans exubérance et sans protubérance, sans bifurcation et sans imprévu, très adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité. Voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos addictions, que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour confronter nos convictions, fût-elles totalement erronées, que nos curriculums vitae soient lus par des machines, que la finance mondiale, qui nous gouverne déjà dans une large mesure, soit régie par des programmes dont plus personne ne comprend les rouages de l'aveu même des informaticiens, que nos désirs soient anticipés, afin que plus aucune excursion hors des attendus ne puisse subvenir, que nos assurances et autres vulnérabilités soient calculées en fonction de probabilités objectivées, que nos amis ou nos amants soient sélectionnés par des filtres normalisés, que les frappes militaires, et c'est déjà le cas, soient concoctées par des ordinateurs. On voit le résultat. Indépendamment des liens bien réels, documentés, factuels et incontestables entre l'IA et la destruction des écosystèmes, entre l'IA et le néocolonialisme. Ces liens sont immenses. Mais ma question serait plutôt, l'IA n'est-elle pas, une fois de plus, en tant que telle, et indépendamment de ses conséquences dévastatrices, une gigantesque faillite, une atrophie de notre puissance d'être? Et là, comme toujours, interroger le bien fondé de cette folie numérique est assimilé par la plupart des gens sérieux à un obscurantisme. Surtout, ne laissons personne tenter de nous convaincre, enfin tenter ils peuvent, mais réussir à nous convaincre que l'IA pourrait apporter des solutions aux problèmes. L'IA est le problème. Certains prétendent qu'elle présenterait quelques effets positifs, ici et là. Mais oui, bien sûr, comme la plupart des produits cancérigènes. L'argument qui consiste à rabâcher, mais quand même, la médecine en bénéficierait, ça c'est le point Godwin, ou si vous préférez appelez-le le point Barrow, de la technodébilité. On peut tout justifier avec ce genre de délire ingénierique, on peut justifier les choses les plus délétères au motif qu'ils auraient peut-être ici, et en particulier dans la sacro-sainte médecine, un petit bénéfice. C'est insensé. Si demain vous rasez toutes les forêts du monde à la recherche de nouvelles molécules médicinales, je vous jure qu'on obtiendra des informations pertinentes et positives pour la médecine. Et je vous jure qu'on sera tous morts 5 ans après. Donc il ne suffit pas que quelque chose soit positif pour la médecine pour que cette chose soit globalement favorable à l'échelle de la société. Et on ne peut pas, c'est une question de logique, pas de parti pris idéologique ni d'accointance politique. On ne peut pas dire « je soutiens tel ou tel développement technologique, mais uniquement pour les IRM ou les TDM ». TDM, c'est scanner. C'est impossible de dire ça. Pourquoi c'est impossible? Parce que la seule raison pour laquelle une technologie est économiquement viable dans un appareil médical, c'est parce qu'elle est produite à des millions ou à des milliards d'exemplaires pour l'armement et toute la saloperie addictive. Si vous la faisiez que pour les IRM, ça marcherait pas. Votre IRM coûterait 100 millions d'euros. Même la Suisse ne pourrait pas s'offrir de tels IRM. C'est uniquement parce qu'il y a une protubérance d'outils technologiques délétères qu'on peut éventuellement avoir quelques infimes applications positives. On ne peut pas regarder que les applications positives. Sans compter que par son caractère structurellement non disruptif, l'IA ne peut par essence rien pour nous. L'IA se contente d'interpoler entre le déjà connu et le déjà produit. C'est très exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Nous rendons-nous bien compte du niveau d'insipidité qu'il faut pour s'enthousiasmer de ce genre de gadget alors que la vie, le magique et le merveilleux sont en train de mourir autour de nous. Au-delà du caractère ubuesque de ces mauvaises blagues, il faut bien comprendre que quelque chose d'un peu grave se joue ici.
Par exemple, même au niveau des jouets comme GPT et sa capacité à générer du texte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on perd la double référentialité qui est définitoire du langage. Le langage, c'est d'une part une référence au réel et d'autre part une référence à l'auteur ou à l'autrice. GPT n'a ni l'un ni l'autre. Pas de référence au réel parce qu'aucun critère de vérité, uniquement un critère de popularité sur Internet. Et pas non plus de référence à l'auteur parce que, bien évidemment, il y a interruption de la chaîne symbolique. Moi, quand j'ai lu hier à l'harmonie Shostakovich des poèmes écrits sous les bombes, ce qui était fort, c'était pas seulement le choix des mots, c'est que la personne qui a écrit ces poèmes est aujourd'hui morte et qu'elle a trouvé ces mots dans l'infinité de la douleur pour nous transmettre à la fois un chant d'espoir et de révolte. Mais imaginez que GPT écrit le même texte. C'est même pas qu'il a une valeur faible, c'est qu'il a une valeur strictement nulle. Strictement. C'est même pas 1%, c'est 0. Exactement 0. Et au-delà ou en deçà de l'IA, la généralisation de l'informatique, au sens large, non pas comme un outil, mais en réalité comme une ontologie, qu'il s'agisse d'acheter un café dans un train ou de poser des questions à l'administration, tout passe par des clics ou des écrans. Ça ne peut pas quand même ne pas interpeller. Premièrement, par la très remarquable inefficacité. Ça ne marche pas, ou beaucoup moins bien. C'est un fait et tout le monde le sait. On perd du temps, on perd de l'énergie, de l'enthousiasme, on s'agace, on érode nos pulsions d'amour et de création devant ces insupportables machines qui bug tout le temps, ne comprennent rien et nous pourrissent la vie. Là, vous rigolez, parce qu'en fait, tout le monde le sait. Mais alors, pourquoi on le fait ? On ne sait pas, mais on le fait. On le fait pour que Elon Musk s'enrichisse. Formidable, c'est la plus belle motivation du monde. Donc ça, quand même, ça interpelle. On ne veut pas, alors le « on » n'engage que moi, mais j'anticipe, on ne veut pas améliorer ces machines, on veut les éradiquer. Deuxièmement, on ne peut pas, disais-je, ne pas être interpellé par la déshumanisation systématique qui est ici à l'œuvre. Éviter à tout prix la subtilité, la richesse et la beauté de l'interaction entre les vivants, c'est-à-dire en fait ce qui définit la vie en tant que telle. Pourquoi avons-nous si peur de la nuance et de la beauté ? Troisièmement, remarquez un effet de sélection drastique. Si vous n'êtes pas jeune et formé à la pensée ingéniérique généralisée, en fait ce monde n'est plus pour vous. Vous ne pourrez pas y tenir le coup. Et c'est ultra violent. Même acheter un titre de transport dans le métro sera maintenant une épreuve et une angoisse. Parce que bien sûr, les tickets, ça n'existe plus, ça marchait trop bien, ça consommait pas assez, ça pouvait même se donner ou se prêter à un autre vivant avec un sourire. Et sans appli, vous imaginez l'horreur absolue. Ça fait un peu vieux con dit comme ça, mais j'y ai réfléchi profondément en fait, en me disant est-ce que c'est juste un effet de nostalgie, parce que ça c'est un tropisme de l'âme humaine, et maintenant je sais que la réponse est non. Et voilà. Moi, comme Paul Nizan, je dirais « j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Quatrièmement, remarquez la facilitation triomphante qui se joue ici de la surveillance, de la statistique, de la systématisation, de la normalisation et nomalisation, en somme, de la mort. Et cinquièmement, remarquez que nous n'avons en ce moment que le mot « résilience » à la bouche, mais qu'en réalité tout ça est incroyablement non résilient. Aujourd'hui, on a besoin d'informatique pour manger, parce qu'il n'y a plus un tracteur, il n'y a plus une moissonneuse qui fonctionne sans informatique. Donc quand on aura des problèmes d'approvisionnement, et on en aura, c'est pas simplement que nos téléphones portables ne vont plus marcher et qu'on surfera un peu moins vite sur Internet. C'est qu'on va mourir de faim. C'est pas exactement un détail et c'est pas exactement sérieux de créer un monde aussi faible et aussi peu capable de se redresser face aux aléas des circonstances. Alors personnellement, je sais comment rendre le numérique vertueux. C'est extrêmement simple, il suffit de le démanteler. Il n'y a pas d'autre solution. Tous les gens un peu sérieux et un peu intelligents et un peu honnêtes qui travaillent dans le numérique vert, résilient, développement durable, etc., travaillent quelques années et arrivent à la conclusion que soit il faut tout arrêter, soit il faut faire autre chose. Mais que c'est littéralement de l'enfumage.
Hier, excusez-moi, je vous raconte ma vie, mais j'ai vraiment écrit ce texte hier et c'est vraiment arrivé hier. Donc j'étais en train d'essayer d'organiser un petit déplacement en train parce que j'en avais besoin et le délire SNCF. Alors on est en Suisse, je sais pas si la CFF c'est pareil, mais alors le délire SNCF a encore frappé. Alors c'est vraiment à devenir fou, hein. C'est à devenir taré, dément, rien ne marche, tout est ubuesque, tout est aberrant, anxiogène, dysfonctionnel et trompeur. Parce qu'une fois que vous avez quand même acheté pour une fortune la carte de fiabilisation dont vous pensez qu'elle va vous permettre de vous déplacer à votre gré, parmi les 367 programmes possibles dans les 221 sous-catégories de fidélisation, vous vous rendez compte qu'en fait, évidemment, les trajets qui vous sont proposés ne sont plus ceux qui vous intéressaient. Mais on vous l'avait pas dit avant, mais c'est pas grave. C'est quand même un grand progrès. Parce qu'il y a 87 options possibles et que maintenant vous devez payer pour avoir 2 bagages. Extraordinaire. Pourtant, je ne crois pas que les trains aient rapetissé. C'est étrange. Et on ne sait plus, évidemment, à laquelle des 28 sous-sociétés on s'adresse. Le Ouigo, le TER, le Prime, le Inouï. Enfin, je ne sais pas si vous êtes encore épargné par ça en Suisse. Enfin, la conséquence directe, essentiellement, c'est que maintenant, les trains n'arrivent plus à l'heure. Et quand vous avez une connexion, vous dites « Ah, mais c'est pas la même société, monsieur ». C'est absolument magnifique. Alors, ce que je trouve très étonnant, c'est de se demander pourquoi, en fait, on ne peut plus acheter au juste prix. Parce que le logiciel de la SNCF, il n'a rien à voir avec le juste prix. Hein. Rien à voir. C'est emprunté à des compagnies aériennes. Vous avez vu comment ça marche? Vous faites reload 3 fois, le prix a changé. C'est totalement déconnecté du réel. Pourquoi ne peut-on pas payer à son juste prix le trajet d'un point A au point B, sans avoir envie de passer son ordinateur par la fenêtre, ou pire et plus cruel, d'obliger le directeur de la SNCF à utiliser ses propres trains et ses propres logiciels. Mais ça, c'est vraiment méchant, j'en conviens. Voilà, quelle misère. Moi, j'appellerais ça le techno-capitalo-débilisme triomphant. Alors, vous savez qu'il y a un grand sommet qui se tient en ce moment, je crois, en France sur l'IA. Et je crois en effet que mon pays a un rôle à jouer dans cette grande course, c'est de refuser de prendre le départ. Le marathon vers le laid, le triste et l'inhumain, pourquoi aurait-on envie de le courir? Mais c'est évidemment tout l'inverse qui est en train de se passer. On annonce des investissements colossaux, alors même, le jour même, où sont dénoncées médiatiquement les collusions absolument terrifiantes entre l'IA et les applications explicitement militaires. D'où nous vient cette étrange fascination pour la laideur et la douleur? Je crois qu'une sorte de nécrophilie nous a littéralement envahis. Sixièmement, ça s'arrête à 52. Les mots. Ne nous laissons pas trop voler les mots. Non seulement contre les algorithmes et agents conversationnels, mais aussi contre les menteurs et les menteuses. Dans une large mesure, bien sûr, c'est déjà trop tard. Une bonne partie de la presse, et là encore, je ne parle pas que d'écologie, reprend mécaniquement des éléments de langage dévastateurs qui contribuent à former une image tellement altérée de la réalité qu'elle en devient presque son antithèse. Et cela légitime le pire. Notre responsabilité, pas que celle des journalistes, hein, notre responsabilité collective est absolument immense. Pourtant, au jeu de la création, de la poésie, nous allons gagner. On ne peut que gagner parce que leur langage est nécrosé. Parce qu'au défi de la vie, ils ont en quelque sorte perdu dès l'origine. Alors concentrons-nous, là encore, à nouveau sur l'écologie, puisque c'est le thème du jour, mais gardons en tête que le problème que je mentionne est en réalité bien plus vaste. Alors j'ai évoqué tout à l'heure l'impossibilité d'une croissance sans fin. Mais c'est quand même terrible, parce que ça veut dire que croissance sans autre qualificatif relève en réalité ou réfère à la croissance du PIB. Parce qu'en réalité, la croissance autorisée et même souhaitée, celle qui compte, la vraie croissance, celle de l'amour, de l'amitié, de l'intelligence, de l'inventivité, des poèmes, des équations, des symphonies, des sourires, des hybridations et des humilités, du rap, du slam, de tout ce que vous voulez, en fait, elle n'a plus droit au mot croissance. Je suis pour la croissance, pour celle-là, pour la vraie. Pas celle de la délinquance occidentalo-délétère. Nommée croissance, ce qui relève en réalité d'une atrophie de notre puissance d'être, c'est une aberration sémantique. Il ne faut pas se faire voler les mots. De même que le mot progrès, l'utiliser pour désigner des gadgets qui nous rendent idiots et apathiques
tout en présentant des conséquences en termes de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre et d'addiction dévastatrice, ça relève d'un envoûtement. Et que dire du mot violence ? Oui, bien sûr, nous sommes tous et toutes contre la violence. On est des gentils, ça n'engage pas à grand-chose. Mais c'est pas ça la question. Sauf à être mentalement dérangé, personne ne souhaite souffrir ou faire souffrir. La question, ça serait plutôt, qu'est-ce qui est le plus violent ? Laisser faire une machine d'extermination massive ou s'y opposer ? Voilà la vraie question. La liste pourrait être longue des mots que nous ne devrions plus utiliser, à commencer par celui de terrorisme, qui est devenu un épouvantail qui empêche de penser. Et quelle que soit la situation, fût-elle brutale et insoutenable, c'est jamais une bonne idée d'arrêter de penser et de comprendre et d'analyser. Septièmement, la démographie. Je fais court parce que je crois que c'est pas le problème. C'est une question controversée. Mon avis n'engage que moi, mais je suis convaincu qu'un seul Elon Musk fait plus de dégâts que tout le continent africain réuni. Donc, c'est pas un problème de nombre. Et puis, généralement, vous voyez bien que dans l'idéologie actuelle, on est prisonnier d'une vision de la maximisation et de l'impact. Et donc, ça servirait à quoi d'être 2 fois moins nombreux ? Il me semble qu'on utiliserait simplement chacun 2 fois plus d'espace et de ressources disponibles. Si demain, la moitié de votre logement est inutilisé, allez-vous le rendre à la nature ? Bah non, vous allez le louer, vous allez en faire un garage, un débarras, vous allez accueillir un ami. Donc en fait, 2 fois moins nombreux, c'est pas très intéressant. C'est la mutation axiologique qui est essentielle. Je crois que le postulat de ce que j'appellerais l'angoisse démographique, ça serait en quelque sorte de considérer qu'il n'y aura bientôt plus assez à massacrer pour tout le monde et qu'il faudrait donc réserver ce droit à quelques bienheureux. Parce que si on sort de la logique prédatrice, il n'y a pas fondamentalement de problème démographique, d'autant qu'on sait que de façon naturelle, la démographie va se stabiliser et redécroître, probablement à horizon 2040-2050. Huitièmement, racisme et arrogance. Nous, les Occidentaux contemporains, nous sommes factuellement ceux qui n'ont rien compris. On ne peut plus continuer à donner des leçons au monde entier. Nous sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire à l'échelle de la biosphère. Et je ne parlerai pas des autres crimes envers les humains, car il y a trop à dire, et ce n'est pas le lieu, mais là encore, gardons-le en tête. Nos prédécesseurs, les hommes et femmes du Paléolithique et Néolithique, furent très explorateurs et exploratrices. Ils ont essayé, tenté, envisagé une indicible multitude de systèmes et d'organisations. Face aux échecs qui étaient nombreux, ils rebroussaient chemin et proposaient des agencements radicalement autres. Autrement dit, ils recomposaient et reconfiguraient sans cesse leur réel. Je crois que la singularité de notre temps ne tient pas à l'erreur, elle tient à l'entêtement. Nous savons que nous allons vers le suicide et néanmoins, nous continuons. Et il n'est pas rare, et c'est là où j'arrive au volet racisme de ma remarque, d'entendre l'assertion sidérante et même scélérate suivant laquelle la prédation suicidaire qui nous caractérise constituerait en quelque sorte l'expression de l'essence de l'humanité. Vous savez, ces gens qui nous disent « Oh, c'est bien triste tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez ?» C'est ce que nous sommes. Nous sommes ça, nous, les humains. Et en fait, ce qui est grave dans cette façon de voir les choses, c'est qu'elle fait comme si toutes les autres civilisations qui ont habité cette planète étaient en réalité inhumaines. Parce qu'ils et elles ne partageaient pas nos valeurs. Lisez un peu d'anthropologie et d'ethnologie et vous découvrirez que la façon occidentale d'habiter le monde est non seulement rare, mais même essentiellement singulière. Donc il est factuellement faux de supposer que les êtres humains sont incapables de vivre autrement que dans ce modèle aberrant. L'occidentalocène est une thanatocène. Ça, c'est pour faire un tweet. Neuvièmement, sobriété. Suggérer qu'il va donc falloir faire des efforts montre, me semble-t-il, un grand niveau d'incompréhension, ou plus exactement de pauvreté symbolique. Quoi, des efforts ? Renoncer aux notifications X et Snap pour écouter les oiseaux, c'est vraiment un effort. Préférer les échanges au massacre, c'est une atrophie. Choisir son lieu de villégiature pour son authenticité plus que pour son instagrammabilité, en réenchantant si possible
l'itinérance, qui est le sens du voyage, et non pas la téléportation avec les avions hypersoniques qui sont en développement, ça serait donc quelque chose à déplorer. Ces implicites sont pathologiques. Renoncer à la cocaïne est effectivement un peu dur, je suppose, pendant un temps, mais dans le long terme, il est insensé d'y voir un étiolement de notre bien-vivre. La suffisance techno-impériale est manifestement une drogue dure et létale. 10e, en vrai je dois aller à 15 à peu près, fusion nucléaire. Imaginons qu'un jour, dans quelques décennies, nous jouissions d'une source d'énergie presque propre et presque illimitée. Serions-nous sauvés? Nos ingénieurs auraient-ils alors trouvé la voie du salut? Et il n'est pas impossible que ça se produise. La Chine a fait de grands progrès et l'Europe n'est pas en reste. Hélas, je crois très sincèrement que ça serait la pire catastrophe possible. Parce que nous disposerions alors de moyens presque infinis pour parachever notre entreprise d'artificialisation méthodique du réel. Autrement dit, de transformation de la planète en déchets. Nous n'aurions plus aucun frein pour détruire les montagnes, éradiquer les forêts, bétonner les espaces habitables, dévaster les forêts ou les fonds marins. Il faut vraiment insister. Et là, c'est pas polémique ce que je dis, c'est factuel, je crois. Le problème avec l'énergie aujourd'hui, c'est pas tellement son origine, c'est pas tellement qu'elle émette du CO2 lors de sa transformation. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie. En fait, la grande majorité de ce qu'on fait avec l'énergie, au-delà bien sûr de se nourrir et de se loger, qui est tout à fait louable, au-delà de ça, presque tout ce qu'on fait relève d'une artificialisation délétère. Croyez-vous très sincèrement qu'aujourd'hui, avec des énergies relativement chères, nous nous comportons comme ça, et que si on avait demain une énergie gratuite et infinie, on se dirait « Ah ben on arrête tout maintenant !» Soyons un peu sérieux. Les gens qui nous gouvernent ne sont pas du tout sérieux. Soyons un peu factuels. Ce qu'il faut, c'est revoir l'enjeu de notre être au monde. Pas disposer de plus d'énergie pour poursuivre dans la même direction. On en a beaucoup plus que nécessaire en moyenne de l'énergie. Pas tout le monde, pas dans tous les pays, mais en moyenne, largement ce qu'il faut. Nous utilisons en ce moment notre pouvoir d'action pour tuer, mutiler, raser, pour Elon Musker le réel. Davantage de moyens, même décarbonés, je crois que ça signifierait simplement le déploiement de la nécrocène. Des armes de destruction massive, pour prendre une image, qui seraient issues du commerce équitable et fabriquées en matériaux biologiques, resteraient des armes de destruction massive. Et c'est pourtant ce que l'écologie de la transition n'a pas encore commencé à vraiment comprendre. 11e, cancer. La sphère technique a, dans une certaine mesure, pris son autonomie. Ce sont des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes. Bien sûr, sous notre contrôle et avec notre intervention, on n'est pas encore complètement dans Terminator, mais quand même aussi un peu en parallèle. Quand on veut faire quelque chose, quoi que ce soit, que toutes les parties prenantes sont en accord, il y a maintenant un nouvel obstacle, beaucoup plus redoutable que convaincre nos interlocuteurs ou nos adversaires. Réussir à l'implémenter dans le logiciel. Et c'est là, généralement, que le projet avorte. Alors même qu'il y a 10 ans, je ne parle pas de nos arrière-grands-parents, il y a 10 ans, nous savions parfaitement résoudre ces problèmes plus vite, plus efficacement et plus convivialement, sans ce putain de logiciel. Le monde technologique est un peu devenu un organisme dont nous sommes l'hôte consentant et, de plus en plus, la victime. Autrement dit, la technique, ancienne alliée, s'est muée en parasite, déjà pathologique et bientôt létale. En termes illichiens, c'est ce qu'on nomme une situation de monopole radical. Autrement dit, non seulement la technologie prend toute la place, mais on ne parvient même plus à envisager comment faire sans, ce qu'on savait parfaitement comment faire sans de notre vivant, il y a 10 ans. Alors, je crois qu'on peut y voir effectivement un développement de type cancéreux. L'analogie est assez frappante, mutation, métastase, prolifération. Mais ce qui m'importe avant tout, c'est l'autonomie. Vous savez que les cellules malignes vivent leur propre mécanisme de sélection et échappent à l'homéostasie comme à la sénescence. Elles ont bien besoin de l'hôte pour exister, mais n'en dépendent plus que marginalement jusqu'à son trépas.
Et oui, je crois qu'il en va essentiellement aujourd'hui ainsi de nos machines. Ce qui permet d'ailleurs de comprendre pourquoi des phénomènes qui échappent à toute rationalité humaine sont effectivement en train de se développer. 12. Trump. Je voudrais dire un mot de notre cher Donald. Mais ce n'est pas le mot auquel vous vous attendez. Déporter, par exemple, vouloir déporter, envisager de déporter des dizaines de milliers d'immigrés à Guantanamo, le goulag américain, brisant définitivement la vie de ceux et des familles de ceux qui n'ont jamais connu autre chose que la brisure, c'est immonde, dégueulasse et émétique au-delà des mots. Mais enfin, dans l'actualité, c'est loin d'être le seul signe d'injustice et de fureur. Mais je voudrais dire autre chose. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un seul. Pour tout le reste, c'était catastrophique. Trump 1, c'était pas brillant. Trump 2, je crois que ça va être grave, vraiment grave. Mais il y a un bénéfice à la présidence de Trump. Et curieusement, c'est de ça que je voudrais parler. C'est qu'il va obliger les Occidentaux à payer un peu symboliquement. Ce que je veux dire, c'est qu'un vieux mâle, raciste, spéciste, sexiste, classiste, vulgaire et autolâtre, stupide et violent, fièrement climato-sceptique et viscéralement colonialiste, suffisant et arrogant, menteur et cynique, innervé de technoprédation débilo-suicidaire, ontologiquement incapable de percevoir sa propre hideur, fièrement indifférent au droit international, va donc nous représenter. Nous, l'Occident blanc, bien assis sur ses génocides et ses écocides. C'est pas réjouissant, mais c'est ressemblant. Trump est affreux, mais il est à l'image de sa politique, et donc de la nôtre. Il est notre portrait de Dorian Gray. Avec Trump, nous ne pourrons plus feindre de nous croire beaux. Avec Trump, nous sommes obligés de payer un peu en nous regardant dans les yeux. On ne peut plus soutenir une politique immonde et vouloir qu'elle s'incarne dans une élégance trompeuse. Trump ressemble à ce qu'il fait, à ce que nous lui demandons de faire. Autrement dit, il est nous. C'est moche et ça se voit. C'est notre fardeau maintenant. On ne pourra plus se cacher, on ne pourra plus se fantasmer radieux et raffiné tout en cautionnant le pire. On ne pourra plus masquer nos exactions derrière un masque de distinction. Il existe peut-être des États voyous, mais nous sommes l'empire diabolique. N+1. J'ai oublié où j'en étais dans mes numéros. Ah ben c'est le dernier, rassurez-vous. Finalement, j'ai été très rapide. Alors que faire ? Bien sûr, nous avons notre vieille dame, la philosophie, si majestueuse. Mais elle s'est quand même un peu empêtrée dans les fils de son logos. Elle s'en repaît depuis 25 siècles dans un onanisme à peine caché, enfermée dans cette rationalité vénérée qu'elle a crue unique et omnipotente. Elle n'en finit plus de se raconter sa propre histoire, au point d'avoir effacé et invisibilisé toutes les autres modalités d'une raison humaine qui était pourtant diaprée et protéiforme. Philosophie, je veux bien, mais alors je rêverais d'une métaphysique barbare ou indigène. Bien sûr, nous avons la science, impérieuse et omnipotente, étincelante, souvent, mais pas comme elle est pratiquée. Pas comme elle est pratiquée de plus en plus et comme elle évolue tendanciellement. Écoutez, s'il vous plaît, ou réécoutez les mots d'Alexander Grothendieck, le plus grand génie mathématique du XXe siècle et peut-être de tous les temps. Il vous convaincra que l'illusion d'une science salvatrice ne dure pas longtemps sous l'analyse. Alors, quel geste magique permettrait-il d'enclencher le retournement vertueux ? Je crois qu'il se résume à tenter de penser poétiquement. C'est mon message principal. Alors, la poésie, ça désigne un genre littéraire.
une certaine façon d'écrire. Dans le propos que je développe ici, le poétique, ça désigne tout autre chose. Je le définirais par opposition au prosaïque. Le prosaïque, ça serait l'utilisation d'une chose. Le poétique, ça serait la chose en tant que telle. Le prosaïque relèverait de la communication. Le poétique, de la communion. Le prosaïque serait une exploitation ou une fabrication. Le poétique, une connivence ou une création. Le prosaïque serait domestiqué ou intégré. Et le poétique, sauvage ou indigène. Le prosaïque serait mesurable, reproductible, réglé, fini, mécanique. Le poétique, au contraire, relèverait d'une présence pleine et entière, nervurée d'imprévu, du monde, de soi et de soi dans le monde. Le prosaïque répondrait à nos besoins, le poétique exprimerait nos désirs. Le poétique, c'est l'amour. Le grand poète Antonin Artaud le posait très clairement, sous la poésie des textes, il y a la poésie tout court, sans forme et sans texte. Vous voyez qu'en ce sens, ce que j'appelle vivre poétiquement, ça signifie pas du tout écrire des vers allongés au bord de la rivière. Kateb Yassine, le grand poète, comparait l'être poétique, l'être poète, au travail d'un boxeur. Un boxeur qui affronte le réel dans sa plénitude, ses ambiguïtés et ses intensités. Alors bien sûr, la ligne de démarcation n'est jamais tout à fait nette. Tout ce qui relève du prosaïque n'est évidemment pas à proscrire. Il faut se loger et se nourrir, personne ne le conteste. Mais il n'en demeure pas moins que tenter autant que possible de privilégier un mode d'être poétique dans chacune des dimensions de l'action ou de la passion me semble constituer une des règles ou un des antisystèmes les plus efficients qui soient. Ce que je veux dire pour être clair, c'est qu'aujourd'hui, le poétique, il est autorisé le dimanche soir quand on a fini ses devoirs de 18h30 à 19h. Et je crois que c'est ça le problème. C'est pas qu'il y ait du prosaïque, c'est que le prosaïque a pris toute la place et qu'il faudrait vassaliser le prosaïque au poétique. Parce qu'en fait, le poétique, c'est tout simplement ce qui compte vraiment. C'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Le prosaïque, c'est ce qui permet la réalisation matérielle, évidemment nécessaire, mais secondaire, du poétique. Je termine par un exemple simple pour illustrer ce que j'essaye d'exprimer. Vous comprendrez bien, pour revenir à mon métier, que le poétique, c'est le ciel en lui-même. C'est précisément ce que nous risquons bientôt de ne plus pouvoir voir. Le poétique, c'est ce que vous distinguez avec émerveillement quand vous allez à la campagne, mais peut-être ici vous y êtes déjà, et que vous découvrez par exemple la Voie lactée qui nervure le firmament. C'est ce moment de vertige, d'exaltation, d'émotion presque insoutenable. Les étoiles filantes qui apparaissent sporadiquement dans le chatoiement subtil des couleurs astrales. C'est ça le poétique. Le prosaïque, ce sont les gigantesques fusées qui, dans un déluge d'hydrogène et d'oxygène liquide, de feu et de métal, viennent souiller l'espace. Non seulement en émettant beaucoup de gaz à effet de serre, mais surtout en salissant l'essence silencieuse et majestueuse de la voûte céleste. Le ciel aurait dû demeurer intouchable, imprenable. Il se voulait le lieu qui résiste aux folies techno-capitalo-prédatrices. Mais il semble que même lui, nous l'ayons perdu. Bientôt, une bonne partie des points lumineux visibles à l'œil nu seront en réalité des satellites artificiels. Même la sublimité du ciel nocturne, ce qu'on imaginait former un commun inaliénable, aura été défaite. Quelle misère. Je propose non pas qu'on décide de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit, mais simplement que l'on essaye de tout faire en poète. Et je vous promets, pour y avoir largement réfléchi, que l'essentiel des catastrophes et des massacres ne survivrait pas à cette révolution. Je conclus avec les mots d'Alexander Grothendieck, le génie des mathématiques. Il ne suffit pas que le monde soit beau, encore faut-il daigner s'en réjouir. Merci.